Il y a des collectionneurs, il y a tout un marché de l'art en général et un marché de l'art autochtone, hein, et en particulier de l'art précolombien, qui peut poser problème et qui parfois pose même de graves problèmes puisque nombre des pièces qui sont achetées sont issues de pillages de sites et d'un trafic illicite. Aujourd'hui, évidemment, dans une exposition comme la nôtre, nous n'avions que des collections provenant d'institutions publiques, à part une exception. Le reste, c'était des collections publiques européennes, caribéennes ou autres. Je crois que c'est important aussi pour ça. Et pour ce qui concerne la Caraïbe, ce qui est intéressant d'observer, c'est que notamment dans les Grandes Antilles, l'art taïno est très spectaculaire et ça a suscité l'énergie, si je puis dire, de nombreux faussaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les marchés de l'art et dans des collections privées que j'ai pu voir, en général, la majorité des pièces sont des faux. Ce sont des copies réalisées par des Haïtiens ou des Dominicains ou autres. Et en tout cas, l'archéologue que je suis, je ne devrais pas le dire, mais je préfère qu'un collectionneur achète une pièce fausse. Malheureusement pour lui, il est trompé. Mais au moins, ce n'est pas une pièce qui a été pillée sur un site archéologique, parce que sortir une pièce archéologique dans le cadre d'une fouille clandestine, c'est arracher un pan de l'histoire. Hein. C'est comme si vous rentriez dans une bibliothèque où il y a des archives précieuses et que vous découpiez les belles images qui vous intéressent et jetez le reste à la poubelle. Un site archéologique, c'est une page d'histoire et il faut la respecter et on ne peut pas la détruire comme le font parfois les pilleurs de sites pour alimenter le marché de l'art. Il est intéressant d'observer que le Memorial Act, il y a quelques années, a fait une exposition sur les taïnos des Grandes Antilles avec le Centro León, qui est un centre culturel dans le nord de la République dominicaine, à Santiago de los Caballeros. Mais pour revenir sur ces questions archéologie, ethnologie, histoire, je pense qu'on a à évoluer dans nos réflexions et dans nos mentalités et la manière de travailler. Pour moi, nous sommes tous des historiens qui étudions un certain passé, et simplement c'est que nos méthodes qui changent. Les archéologues, on a coutume à dire, nous sommes des historiens des archives du sol. On fouille ce qu'on trouve dans la terre, mais ça nous permet de reconstituer. Les historiens, qu'on qualifie historiens de manière un peu abusive, eux, ils travaillent sur les textes. Mais les textes, ils ont un regard biaisé, puisque les textes, ils ont été écrits, en particulier dans l'histoire coloniale des Antilles, ils ont été écrits par les dominants, par les Blancs. Et donc, on a peu de choses, par exemple, qui nous renseignent sur la vie des esclaves ou sur la vie des Amérindiens. Et enfin, on a aussi les traditions orales. La mémoire d'un peuple, la mémoire d'une société aussi transporte, bien sûr c'est à décrypter, un certain nombre de mythes, un certain nombre d'histoires. Et en fait, c'est en réunissant toutes ces pièces, toutes les pièces de ce puzzle, qu'on peut comme ça reconstituer l'histoire. Et un site comme le Memorial Act, en fait, peu importe d'ailleurs qu'est-ce qu'on présente, y compris de l'art contemporain, puisque l'art contemporain créé par des Antillais, il s'inspire aussi de ce passé, de ses racines, de ce que ces artistes ont vécu dans leur enfance, de ce qu'ils ont appris, de la terre où ils ont vécu, de leur imaginaire, de ce qu'ils ont... Voilà, c'est tout ça qui constitue un héritage, et pour moi, il y a un continuum, et peut-être faut-il arrêter de dire ça c'est précolombien, c'est archéologique, ça c'est des historiens, c'est un tout qui constitue la mémoire d'un peuple et la mémoire d'une société, et c'est une bonne leçon aussi quand on examine cela de voir la diversité des origines, les métissages, les hybridations, et ça remet en cause bien des préjugés, à commencer dans notre cher pays que la France, cette notion complètement farfelue de français de souche par exemple, qui est excusez-moi, une fumisterie. Nous sommes tous des métissés, hein, et c'est pas, quelle que soit la couleur de nos peaux, et on est un brassage continuel, et c'est ça l'histoire de l'humanité. Je peux décrire le parcours général de cette exposition qui a bénéficié d'une scénographie exceptionnelle, et je tiens à saluer ici la scénographe Corinne Marchand ainsi que le graphiste Bastien Morin, qui tous les deux ont fait vraiment, et c'est un vrai travail d'équipe, ont fait une mise en scène formidable et une ambiance, je dirais, sublime. Alors quand on est arrivé, la première pièce qu'on rencontrait, c'est cette fameuse pierre à 3 pointes que je décrivais, qui était sur l'affiche de 2024, puisque pour moi cette pièce, comme je l'expliquais, c'est une pièce taïno qui se trouve en territoire kalinago. Pour moi, elle synthétisait un petit peu tous ces mélanges, toutes ces circulations, parce que une des idées aussi fortes de l'exposition, c'est de dire arrêtons de parler d'île. Moi, j'aime pas le mot île, parce qu'une île, souvent, ça enferme, et parlons plutôt d'archipel. Un archipel, c'est un groupe d'îles, mais reliés par la mer. La mer n'est pas une frontière. Pour ces gens qui étaient des navigateurs, on circulait d'île en île très facilement. À titre d'exemple, à la Dominique, on sait qu'ils avaient des jardins, les Kalinago du nord de la Dominique avaient leur jardin à Marie-Galante.
Bref, donc on commençait par cette pièce. Ensuite, on avait un déroulé globalement chronologique. On avait quelques pièces des premiers découvreurs, les vrais découvreurs de la Caraïbe, qui dataient de 4 à 5 000 ans, qui sont des pièces lithiques, des outils en pierre, comme des pointes de lance ou des racloirs, mais c'était une brève présentation. Ensuite, on rentrait dans un temps très fort de l'histoire antillaise. C'est l'arrivée vers le 5e siècle avant notre ère de populations qui venaient du Venezuela et de la région, de la vallée de l'Orénoque et qui étaient des peuples déjà très développés qu'on appelle la culture de Saladero, du nom d'un site dans la moyenne vallée de l'Orénoque, qui déjà étaient des horticulteurs. Je préfère parler d'horticulteurs que d'agriculteurs, c'est la culture de jardin. Et au passage, interrogez-vous sur les plantes que les Européens ont découvertes en arrivant dans les Amériques. Les Amérindiens de ces régions-là cultivaient le maïs, la patate douce, le manioc, les piments, les ananas, un certain nombre de fruits. Enfin, c'est absolument extraordinaire la liste des plantes qui n'existaient pas dans l'Ancien Monde et que l'Europe a découvert en arrivant là. Donc c'était des grands horticulteurs qui fabriquaient des magnifiques céramiques et c'était une société très structurée que les archéologues qualifient de chefferie. Et ces gens-là se sont embarqués, si je puis dire, et ont colonisé tout l'arc antillais jusqu'à l'est de la République dominicaine, où ils sont épanouis pendant 1000 ans. Alors il y a des très belles céramiques, c'est de la céramique très bien cuite, avec des peintures rouges et blanches. Il y a aussi, qui apparaît dans les Antilles, un travail du coquillage. Bien sûr, ces populations exploitaient les ressources de la mer pour se nourrir. Et enfin, on a découvert aussi notamment des pierres semi-précieuses, des améthystes, des jades, des jadéites, etc. Et les géologues avec lesquels on travaille peuvent nous dire l'origine de ces pierres, et c'est là qu'on se rend compte aussi du grand commerce. Il y a des pièces qui viennent du fin fond de l'Amazonie qu'on retrouve à la Guadeloupe ou à la Martinique, et réciproquement. Ça, c'était la première partie. Ensuite, on faisait un saut dans le temps, parce que on voulait pas parler de toutes les subtilités des périodes que les archéologues décrivent, et on parlait des taïnos. Les taïnos, c'est ces grandes sociétés très développées qui occupaient les grandes Antilles, pour faire simple. C'est-à-dire une partie de Cuba, Hispaniola, c'est-à-dire l'île qui aujourd'hui est coupée entre Haïti et la République dominicaine, Porto Rico, la Jamaïque et les Bahamas. Là, on présentait vraiment les chefs-d'œuvre absolus, le siège cérémoniel, le duo dont je parlais à propos de l'affiche de l'expo de Martinique. On avait des urnes funéraires, on avait des sculptures en pierre absolument phénoménales. On a bénéficié là de prêts exceptionnels du Museo del Hombre Dominicano de Porto Rico, de Santo Domingo, du musée de la Universidad de Puerto Rico, etc., etc. Et donc des pièces du musée de Berlin aussi, d'un musée à Londres. Donc là, on voyait la puissance, l'importance de ces sociétés de taïnos qui vraiment parcouraient ce monde. Ensuite, il y avait une partie qui est le traité des Kalinago. Les Kalinago, c'est ceux qu'on appelait autrefois les Caraïbes, ou les Caraïbes insulaires, qui vivaient entre Trinidad et la Guadeloupe à l'arrivée des Européens. Et là, on montre un certain nombre d'œuvres, des collections, notamment du musée du Quai Branly, qui ont été recueillies par les missionnaires français au moment de la conquête française des Antilles, vers les années 1635-1650. Ensuite, j'avais tenu à faire une partie qui s'appelait Le monde des esprits, où là, on mélangeait les époques, peu importe, pour montrer que par-delà la diversité de ces histoires et de ces populations, il y avait un fond commun de croyances, un fond commun de mythes, une vision cosmologique identique. Par exemple, on voit dans toutes ces sociétés qui traversent deux symboles importants, c'est les grenouilles et les chauves-souris. Les grenouilles sont liées au monde féminin, à l'eau, à la terre. Les chauves-souris sont liées au monde masculin, à l'air et au sec. Et c'est très intéressant de voir qu'on va retrouver le symbole de ces animaux dans les poteries, dans les sculptures et autres. Il y avait une rupture volontaire dans la scénographie, qui est une rupture qui est apparue aux yeux de ces populations qui vivaient là depuis des milliers d'années. C'est l'irruption brutale et soudaine des Européens, à commencer par Christophe Colomb et ses trois fameuses caravelles, la Pintia, la Niña et la Santa Maria, à la fin de 1492. Et ce choc des deux mondes, c'est pas une rencontre des deux mondes, c'est un choc
brutale et qui va contribuer à la disparition, en tout cas à la destruction des sociétés autochtones des Antilles. Et là, j'avais tenu à ce qu'il y ait une rupture brutale, à la fois dans les couleurs. On avait des grands panneaux rouges et on a j'ai mis en exergue des textes d'Aimé Césaire sur le discours sur la colonisation, qui racontait, il y a quelques phrases que je devrais connaître par cœur sur on a détruit des sociétés, etc. Je tenais aussi à faire une citation de Montaigne dans les essais. Montaigne, quand même, c'est là qu'il mérite des fois de voir qu'à certaines époques, où en gros il dissertait sur la notion de barbare et il disait on ne considère que barbares que ceux qu'on ne connaît pas. Et où il disait à la fin ce qu'on a qualifié de barbares, à savoir les autochtones amérindiens, ben sans doute que nous sommes plus barbares qu'eux-mêmes. Et je trouve que c'était important de rappeler ça. Et ensuite on déroulait, tristement hélas, mais la conquête, les guerres, le véritable génocide, les maladies, la mise en esclavage des Indiens d'abord, des Amérindiens. Je rappelais dans cette exposition, on l'a oublié souvent, on l'a occulté, c'est que la première traite transatlantique qu'il y a pu avoir d'esclaves, ce sont des Amérindiens des Antilles qui ont été déportés comme esclaves en Espagne. Ça a considéré plusieurs milliers de personnes, mais dans le même temps, on voit que dès les années 1510, se met en place la traite des premiers esclaves venant d'Afrique. Et évidemment, on racontait cela, mais ensuite on racontait la colonisation française qui arrive en 1635, qui est prise de la Guadeloupe et de la Martinique par les Français, les Anglais dans les autres îles. Et là, on racontait les résistances, comment les Kalinago, et puis comment, au-delà de cette destruction, comment ces peuples ont survécu, ce qu'ils ont transmis aux sociétés créoles. Et surtout, on montrait que à la Dominique, par exemple, il reste 3000 Kalinago qui vivent sur un territoire. À Saint-Vincent, il y a les Garifuna qui sont un exemple formidable d'un métissage entre Africains et autochtones, qui sont devenus ce qu'on appelle donc les Black Caribs à l'époque, ou les Caraïbes noirs, et aujourd'hui qu'on appelle les Garifuna, où des populations majoritairement d'origine africaine sont devenues amérindiennes et se considèrent comme Kalinago. Et ça, je trouve aussi que c'est un bel exemple à méditer aujourd'hui pour savoir si on fait un débat sur la biologie et sur le culturel par rapport à une question identitaire. Voilà, est-ce que être Kalinago c'est une question de couleur de peau comme être français c'est une question de couleur de peau, ou est-ce que c'est un phénomène culturel, identitaire, où on se sent faire partie d'une nation, d'un peuple, d'une communauté? Je crois que c'était aussi l'idée de cette exposition en filigrane, ceci de tenir un discours engagé qui amène en tout cas les gens à s'interroger sur ces notions-là. Non, j'ai évoqué l'esclavage des Africains, mais cette exposition ne traitait pas à proprement parler de cette part de l'histoire. Donc, l'espace étant 600 mètres carrés, mais c'est aussi assez réduit. Donc non, on a évoqué le début de l'esclavage de populations venant d'Afrique, mais on n'a pas développé et on n'a pas eu l'occasion, évidemment, de mettre ceci. Donc ça, c'est une part. J'aurais souhaité le faire de manière plus intéressante, parler du carnaval antillais qui incorpore différents éléments, y compris certains, on le voit en Basse-Terre de Guadeloupe, avec les masques à roucou qui sont inspirés depuis les Kalinago. On est piégé dans un schéma et dans un discours qu'on nous a inculqué depuis toujours, qui est le schéma du modèle occidental. Où il se trouve qu'effectivement, dans notre société issue du Moyen-Orient, d'ailleurs, au passage, de l'Iran et de la Syrie, ou de l'Égypte, c'est là qu'est née l'écriture. Bon, donc on a un peu tendance à oublier de temps en temps, avec ce qui se passe aujourd'hui, qu'une part de nos racines, pas les seuls, mais viennent de ces régions-là. Et que ce soit l'Iran ou l'Irak, sont des terres d'une histoire phénoménale. Donc ça aussi, c'est peut-être bon de le rappeler par les temps qui courent. Bref, donc là, on a inventé l'écriture, entre guillemets. C'est-à-dire que des peuples ont commencé, vous savez, l'écriture a commencé par des trucs de comptabilité. C'était pour... Et puis petit à petit, ça s'est développé jusqu'à aboutir à notre alphabet, par exemple. Mais on a vu qu'en Chine aussi, il y a eu une écriture qui s'est développée. Dans la plupart, vous savez, la majorité des populations du monde depuis les origines jusqu'à aujourd'hui n'a pas d'écriture. Et on peut très bien vivre sans écriture. Simplement, c'est pas la même chose. On sait par exemple que les peuples sans écriture ont une tradition orale énorme. Nous, on a perdu l'habitude de conserver dans notre cerveau une mémoire ou des récitations. On est en plus, encore plus aujourd'hui avec nos smartphones, on a tout. Mais dans les sociétés orales, il y a les transmetteurs, les conteurs. C'était le cas aussi dans les sociétés liées à l'esclavage. Les conteurs pouvaient raconter des histoires du temps longtemps.
des mythes qui pouvaient durer des heures et des heures. Donc effectivement, malheureusement, les paroles s'envolent et on ne les trouve pas en archéologie. Et donc c'est bien un manque effectivement qu'on peut avoir. Les seuls écrits qu'on a, ce sont les écrits des colonisateurs qui ont pu décrire des choses. Et qu'aujourd'hui on examine, alors pendant longtemps on a pris ça pour argent comptant. Mais il faut bien penser que Christophe Colomb le premier, ou bien les missionnaires, qui souvent étaient des hommes d'écriture, c'était aussi des hommes d'église qui étaient là pour christianiser les gens. C'était pas des anthropologues. Et donc, ils ont souvent considéré, par exemple, que les statues, c'était des idoles païennes qu'il fallait brûler. C'était des choses diaboliques, etc., etc. Et donc, les descriptions qu'ils nous ont données sont utiles. Par exemple, ils vont nous dire que tel chef s'appelait comme ceci, ou qu'ils ont observé telle cérémonie religieuse, mais ils l'ont interprété avec un regard condescendant et surtout un regard méprisant. On a même Christophe Colomb qui dit que ces peuples n'ont pas de religion, ils ne croient en rien. Or, on sait évidemment par tous les éléments qu'on a que ces peuples, comme tous les peuples de la Terre, avaient une structure religieuse, avaient des divinités, avaient des rituels, avaient des rites, etc., etc. Ils connaissaient l'astronomie, ils connaissaient les étoiles, ils naviguaient la nuit. Enfin bref, c'est des gens qui avaient une immense culture, simplement, malheureusement, elle s'est évaporée. Et ce qui s'est passé dans les Antilles, malgré le fait que des peuples aient survécu, malgré qu'il y a eu du métissage, la génétique montre par exemple que beaucoup plus d'Antillais ont du sang amérindien qu'on ne le pensait pendant longtemps, c'est le cas notamment à Porto Rico, grâce aux études génétiques, parce qu'il faut se rappeler aussi une chose qu'on a tendance à oublier, les premiers conquistadors qui sont arrivés, les premiers conquérants, c'était que des hommes. Et de gré et plus souvent de force, ils ont eu des enfants avec des femmes autochtones. Et donc, il y a eu un métissage quasiment dès le début. Mais évidemment, on a cassé la culture, on a imposé aux gens de parler la langue des dominants, leur culture des dominants, etc. Mais aujourd'hui, c'est intéressant. Alors, il y a certaines traditions qui se sont maintenues. Vous savez, quand un jardinier des tropiques fait son jardin créole, en fait, il ne se rend pas compte qu'il incorpore un tas de pratiques héritées des Amérindiens, parce que ces métissages-là, c'est comme les Noirs marrons qui s'enfuyaient et qui souvent s'associaient avec les Amérindiens. Ils se sont métissés biologiquement, mais ils se sont métissés aussi culturellement. Et les uns et les autres sont appris. Et c'est d'ailleurs tout ça qui fait la richesse des sociétés créoles. Il y a plusieurs choses, et là aussi c'est un sujet, je trouve, passionnant. On a des gens dont on sait à coup sûr, et eux-mêmes le savent eux-mêmes, qui sont des descendants directs de ces populations premières des Antilles. À la Dominique, par exemple, le territoire Kalinago, il suffit de se promener sur le territoire Kalinago, on voit des gens très métissés, mais on voit aussi des gens qui ont un type amérindien indiscutable. Et donc là, il y a une continuité. On sait qu'ils se sont réfugiés au nord de la Dominique, et que là, ils ont pu conserver leur tradition et leur culture. Ailleurs, effectivement, c'est du métissage, et alors parfois, il y a une part réelle qu'on découvre aujourd'hui grâce aux analyses génétiques, grâce aussi aux études généalogiques. Par exemple, j'ai mené une recherche, je ne suis pas le seul, sur les derniers Amérindiens de la Guadeloupe, et on voit que les régions les plus éloignées du centre politique étaient la Basse-Terre, c'est-à-dire la côte atlantique, la pointe des Châteaux, la pointe de la Grande Vigie, au nord de la Grande Terre, où là on a des communautés amérindiennes qu'on arrive à suivre jusqu'à la fin du 19e siècle. On a même une pétition très émouvante en 1883 où des habitants de la pointe de la Grande Vigie écrivent au gouverneur de la Guadeloupe parce qu'un propriétaire de canne à sucre est en train de les mettre dehors de leur terrain, et ils écrivent un texte dont on a retrouvé l'original qui dit « Nous sommes des Caraïbes, nous avons toujours été amis avec les Français, on est en train d'être chassés de nos terres, aidez-nous ». Et il y a le nom des gens. Et quand vous regardez Hans Bertrand aujourd'hui, simplement sur l'annuaire téléphonique, vous retrouvez les mêmes gens. Et j'ai rencontré des gens où des gens m'ont témoigné, ça si, c'était mon arrière-grand-père, c'était ceci. Donc là, on a ce continuum-là. Et un autre phénomène qui est intéressant, aussi bien à Porto Rico, mais je l'ai observé dans les petites Antilles, c'est que des gens, alors est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est une part d'imaginaire, se disent « moi j'avais une grand-mère caraïbe, moi j'avais un grand-père taïno », et se revendiquent et se mettent même à en particulier à Porto Rico, à Cuba aussi, se remettent à réapprendre leur histoire. Ils lisent les ouvrages, ils discutent, ils s'habillent eux-mêmes comme à l'époque. Et je trouve intéressant, c'est ce qu'on appelle, on retrouve ça dans toutes les Amériques, c'est un peu des revivals hein, de gens qui, pendant longtemps, on a tellement cassé leur identité d'Indiens, en les considérant comme des moins que rien. Et aujourd'hui, il y a un renversement très intéressant, c'est que ça devient une fierté de clamer son origine autochtone, et c'est le cas aussi aux États-Unis et dans d'autres pays.
Vous savez il va être construit un mémorial près du Trocadéro, dans les jardins du Trocadéro à 2 pas d'ici, qui a porté le comité pour la mémoire 98, avec Serge Romana et d'autres personnes que je suis de près, que je connais bien, où là, on va voir la liste des noms des personnes esclavisées qui ont été libérées en 1848. Le problème pour les Amérindiens, c'est qu'on n'a quasiment aucun nom, on a très peu de choses. Les quelques noms qu'on a, c'est les chroniqueurs qui nous l'ont dit. Colomb nous raconte qu'il a rencontré le chef Guacanagaric, où il y avait Anakaona, c'est par exemple des noms devenus un peu mythiques, ou Kaonabo, des grands chefs. Pour les petites Antilles, on a quelques noms qui nous sont mentionnés, mais la plupart des gens, évidemment, on n'a pas on a une forme d'anonymisation qu'on retrouve aussi dans un musée comme le musée du Quai Branly, ou comme on disait tout à l'heure, à propos des œuvres qui ne sont pas signées. Et ça, c'est important, et c'est un travail que font, en tout cas pour des périodes plus récentes, que fait ici au musée du Quai Branly Karine Pelletier, par exemple, qui est responsable de l'iconothèque. C'est sur des photos anciennes, en travaillant avec les gens des communautés, d'essayer de réidentifier. Et on va le faire notamment pour la Dominique, puisqu'on a la chance ici au Quai Branly d'avoir une collection importante de plus de 70 photos prises en 1932 par Odette Arnaud, qui voyageait dans le secteur, et qui datent, vous voyez, de moins d'un siècle, et sur lesquels on pense que ça sera relativement plus aisé de reconstituer les gens. Et j'ai une anecdote très émouvante à raconter, c'est qu'il y a une photo en particulier qui est la photo de Jolly John, qui était le chef du territoire Kalinago en 1932, avec sa femme et une petite fille. Et le jour de l'inauguration, il y avait Madame Sylvanie Burton, la présidente de la Dominique, accompagnée de son mari. Et quand nous sommes arrivés devant cette photo, son mari m'a dit, vous voyez, ça c'est la photo de mon grand-père, c'est la photo de ma grand-mère, et la petite fille au milieu, c'est ma mère, et j'avais jamais vu de photo de ma mère enfant. Donc vous voyez, là on touche à une histoire très concrète et très émouvante, et ce passé qui ressurgit, il fait partie de nos missions aussi. C'est dans le débat sur les restitutions, ce qui m'a frappé un jour, c'est la parole d'un autochtone de l'Alaska qui m'a dit, plus que les objets, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la rapatriation du savoir. Alors, une exposition comme celle-ci, oui, je pense, participe de l'éducation. D'abord, nous sommes ravis, par exemple, de savoir que 5500 scolaires ont visité l'exposition et ont participé à des activités pédagogiques liées à l'exposition. Je pense que c'est comme ça qu'on fait naître des vocations. D'abord qu'on éduque, c'est-à-dire en racontant l'histoire du pays aux gens qui y vivent, mais ensuite, on peut créer des passions. Vous savez, c'est comme ça que des jeunes peuvent peut-être dire « je veux être archéologue demain, je veux être historien, ce passé me fascine ». Souvent, c'est comme ça que cela commence. Moi-même, j'ai voulu être archéologue très jeune, si je puis dire. Et là, vous touchez à un point qui est très important et qui est compliqué. C'est la formation d'archéologues et d'historiens sur place, locaux, d'Antillais, de Guyanais, etc. Et là, on a un petit problème sur lequel je me penche et je réfléchis depuis plus de 30 ans. C'est un problème d'échelle. C'est-à-dire que la Guadeloupe et la Martinique, la Guyane, sont, et ce n'est pas désobligeant en disant, des petits pays qui rassemblent 300, 400 000 personnes. C'est pas évident dans un petit pays comme ça de faire émerger des jeunes gens qui vont faire des études qui sont longues pour devenir, par exemple, archéologue ou anthropologue, et ensuite d'avoir un métier. Parce que c'est pas le tout de faire des études, c'est de pouvoir avoir ça. Et là, on a un problème qui est lié à l'espace caribéen aujourd'hui, c'est que l'histoire coloniale a fracturé cet espace. C'est-à-dire qu'à la Dominique, on est dans un monde anglophone qui dépend d'autre chose. À Porto Rico, on est ailleurs. Et donc, en fait, il faudrait avoir une sorte de travail au niveau à l'échelle de la Caraïbe, qu'un Guadeloupéen puisse travailler à Porto Rico, qu'un Cubain puisse venir faire des fouilles à Trinidad. Et ça, on a un problème aujourd'hui, à la fois évidemment linguistique, mais ça, c'est pas le principal problème aujourd'hui, c'est que c'est pas simple. Je veux dire, au niveau de l'organisation, au niveau des structures et des institutions. Et c'est vrai que je pense que la culture, de ce point de vue-là, peut, en tout cas c'est un de mes moteurs, peut participer justement à tisser des liens entre ces différentes communautés, parce qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de la Guadeloupe ou de la Martinique, par exemple, en ignorant ce qui se passe à côté. C'est complètement impossible. Ça circulait dans tous les sens. Et même à l'époque coloniale, on a un discours officiel, par exemple, je vais vous prendre un exemple qui raconte l'histoire du commerce exclusif. C'est-à-dire une colonie, normalement, ne pouvait avoir du commerce et des échanges qu'avec sa métropole. Donc ça, c'est le discours théorique. Dans les faits, quand on fait des fouilles en Basse-Terre de Guadeloupe ou à la Guadeloupe, on trouve aussi bien de la céramique anglaise, espagnole, hollandaise, qui montre que
loin de la France et loin de l'Europe, eh ben les gens sur place, ils circulaient entre les îles, c'était plus ou moins de la contrebande, mais peu importe. Il y avait des échanges entre les îles, au-delà de ce que pouvaient décréter les puissances coloniales. Donc on a ce problème. Alors il y a des grands colloques chaque année, ou tous les 2 ans plutôt. Le prochain a lieu à Santo Domingo au mois de juillet, où là les archéologues des différents pays se rencontrent. Mais je pense qu'il faudrait à terme essayer mais je ne sais pas comment, mais développer ça. En tout cas, c'est un lien qui est à tisser parce que je pense que cette notion d'archipel caribéen, et on voit des évolutions, je pense que la Martinique vient d'être accueillie à CARICOM, je crois avoir entendu ça. Je pense qu'il faut absolument rappeler que ces départements ou ces régions, d'abord c'est pas des régions d'outre-mer, je déteste ce terme. Outre-mer, ça veut dire au-delà des mers. Moi, quand je suis en Martinique, je suis pas à outre-mer, je suis dans la mer des Caraïbes, je suis en Amérique, et c'est la France qui est outre-mer. Et alors le terme métropole, c'est encore pire. Métropole, c'est vraiment le terme colonial, ça veut dire qu'il y a un centre et des périphéries, quoi, et des pays lointains. Je pense qu'il faudrait trouver je suis pas le seul à le dire, notre mot que les régions et départements d'outre-mer. Pareil, la Guyane, vous savez, dans les termes de l'Europe, ce sont des régions ultra-périphériques. Mais qu'est-ce que ça veut dire, des régions ultra-périphériques? C'est complètement colonial comme vision, complètement scandaleux, je dirais même. On oublie que ces peuples-là et ces régions-là font partie d'un continent qui s'appelle l'Amérique, et pour les îles, en tout cas, ils font partie d'une région qui s'appelle la Caraïbe.